Bienvenue à tous dans la Grande Ligue, l'émission qui vous raconte la fabuleuse histoire des franchises NBA. En NBA, se faire une place parmi les mastodontes de la balle orange est tout sauf facile, alors que certaines petites équipes réussissent à se hisser au sommet de la hiérarchie par leur persévérance et leur collectif, d'autres, en revanche, semblent condamnés à jouer les faire-valoir. C'est le cas de la franchise dont nous allons vous parler aujourd'hui. Une franchise au palmarès vierge. Une franchise moquée des fans, bien qu'elle ait compté dans ses rangs des joueurs extrêmement talentueux. Attention aux loups, car on vous emmène à la découverte des Minnesota Timberwolves. Vous êtes prêts? Let's go! My friend Wilt Norman Chamberlain was far and away the best player I've ever played against. To the All-Star game, number one, Oscar Robertson. To Curry, skyhook, way rocked the baby to sleep and slammed up. Magic and Larry saved the NBA. Isaiah Thomas. At the buzzer, Michael Jordan has won it for Chicago. There's the green shade, yes. Lakers have two. Bryant to shot. Steps over Toronto. Shot from Parker. The rookie rising when it matters most. Hitting it down. Up for the layup. Oh, blocked by James. Steal. Curry throws it up to Durant. Bienvenue à Minneapolis, la ville du roi de la pop. Non, celui-ci, le vrai, Prince. Située sur la rive droite du Mississippi, juste en face de sa grande rivale Saint-Paul, avec laquelle elle forme les Twin Cities, Minneapolis est une enclave au milieu des forêts luxuriantes et des grands lacs de l'État du Minnesota. Le paradis si vous aimez la randonnée. Sauf peut-être en hiver, où il y fait très froid. Genre vraiment très froid. À part ça, Mill City est une cité dynamique avec un sens de l'humour assez particulier. Au niveau sportif, elle est surtout réputée pour son équipe de football, les Vikings. Aujourd'hui, cela peut prêter à sourire, mais Minneapolis est également une ville fondamentale dans l'histoire de la balle orange. Au début des années 50, elle fut même l'antre de ce que beaucoup considèrent comme la première dynastie du basket nord-américain, les Minneapolis Lakers de George Mikan. En plus d'être le joueur le plus dominant de son temps, Big George était surtout une formidable attraction. Un freak show qui attirait les foules et garantissait une billetterie toujours très rentable. À l'époque, on assistait au match des Lakers comme on se rendait au cirque, pour voir ce titan colossal de 2,08 m slalomer entre ses adversaires comme un adulte au milieu d'enfants. Cet âge d'or prend fin avec la retraite de Mikan en 1954. Son départ entraîne un désintérêt brutal de la part du public. Le dernier clou dans le cercueil de la franchise est enfoncé 4 ans plus tard, quand les Lakers sélectionnent un jeune Afro-Américain à la première place de la draft, un certain Elgin Baylor. La décision passe mal dans un État très conservateur, dont la population, majoritairement blanche, voit d'un mauvais œil l'arrivée massive de Noirs en provenance du Sud. Cette situation oblige les Lakers à s'exiler dans la Cité des Anges, et Minneapolis n'entend plus parler de basket pendant un temps. Well, last year, if you look at the NBA draft, they drafted many players and wound up with 10 people who are now representing the last year's crop of players. I think there's many that were cast aside, given a little training and opportunity, would make it in the professional league. But we feel that those people who are not under contractual obligation, if they'd like to take a look at us, we would certainly enjoy visiting with them and offering them opportunities in our league. Good luck, baby. En 1967, Mikan devient le premier commissionnaire de la ABA, une nouvelle ligue censée briser l'hégémonie de la toute-puissante NBA. Big George choisit d'installer ses bureaux à Minneapolis et dote la ville d'une équipe, les Muskies.
En dépit de résultats sportifs pourtant très convenables, les Muskies sont contraints de déménager au bout d'une petite année, plombés par une gestion calamiteuse des salaires. Mikan n'abandonne pas Minneapolis pour autant. Il y délocalise même les champions en titre, les Pipers. Mais là encore, le public n'est pas au rendez-vous. Le commissionnaire se fait une raison et les Pipers retournent à Pittsburgh. C'en est fini du basket dans le Minnesota. Au milieu des années 80, Mini n'a pas accueilli un match NBA depuis des lustres. Mais deux hommes d'affaires, Marv Wolfenson et Harvey Ratner, aimeraient bien y remédier. Les deux amis, anciens actionnaires minoritaires des Lakers, ont fait fortune au moment du départ vers LA. Ils souhaitent d'abord racheter le Utah Jazz, en grande difficulté financière. Le duo met 16 millions de dollars sur la table. Le deal semble entériner quand soudain, un nouvel acheteur, Larry Miller, se manifeste, les obligeant à surenchérir encore et encore. David Stern, le commissionnaire de la NBA, finit par s'en mêler et met les deux parties d'accord. Miller est autorisé à acquérir le Jazz, tandis que Harv et Marv se voient attribuer l'une des 4 nouvelles équipes de l'expansion prévue entre 1988 et 1989. Mais à une seule condition. Ils doivent impérativement doter Minneapolis d'une nouvelle salle. Les deux compères acceptent. C'est officiel, le basket professionnel est de retour dans le Minnesota. Il ne reste plus qu'à trouver un nom à cette nouvelle franchise. Un concours est alors organisé pour déterminer qui des Polars ou des Timberwolves feront leur grand début sur les parquets NBA. Les Timberwolves l'emportent. Après tout, quoi de mieux qu'un loup pour représenter un État qui abrite presque l'entièreté de l'espèce aux États-Unis. La franchise intègre la Ligue en 1989. Lors de la draft d'expansion, il s'attache les services de Rick Mahorn, titré à peine 2 jours auparavant avec les Pistons. Mais voilà, le plus terrible des Bad Boys n'a aucune intention de mettre ne serait-ce qu'un orteil dans le Minnesota. Le front office se retrouve obligé de le trader en catastrophe. Les Wolves sont prévenus. Pour eux, rien ne sera facile. Malgré cette légère déconvenue, la première saison des Wolves est plutôt encourageante. Sur le parquet, l'équipe joue un basket rugueux. En tribune, les fans sont enfin de retour, au point de réaliser le record d'affluence de la Ligue. Malheureusement, la lune de miel ne dure pas. Les défaites s'enchaînent et le public se lasse. Dans ce marasme, Isaiah Rider est le seul à se mettre en évidence. L'arrière entre dans la légende à l'occasion du Slam Dunk Contest de 1994 en partant ligne de fond pour réaliser un dunk mythique entre les jambes. Oh, between his legs! How about it? Charles Barkley, what do you think? Oh my God! That might be the best dunk I ever seen. That was awesome. Un geste spectaculaire qui porte aujourd'hui encore son nom. Cependant, la conduite extrasportive de Ryder pousse la franchise à s'en séparer peu de temps après. Mais il ne s'agit pas du principal problème des Wolves, car en interne, la situation est grave. La construction du Target Center, imposée par la NBA, a coûté plus cher que prévu. Harv et Marv sont sur la paille et n'ont plus d'autre choix que de vendre. Des pourparlers ont lieu et la principale piste mène vers une délocalisation à la Nouvelle-Orléans. Un scénario que l'on ne connaît que trop bien dans le Minnesota. C'est alors que le richissime Glenn Taylor entre en scène. L'ancien sénateur de l'État parvient in extremis à racheter la franchise. Ceci fait, Taylor vire tout le monde pour placer ses hommes de confiance. Kevin McHale en GM et Flip Saunders au coaching. Il ne reste plus qu'à dégoter une star. The 5th pick goes to the Minnesota Timberwolves.
1995 est une année charnière pour les Timberwolves. Comme souvent, tout commence à la draft. Muni du 5e choix, Mini sélectionne un jeune lycéen de 19 ans. With the 5th pick in the 1995 NBA draft, the Minnesota Timberwolves select Kevin Garnett from Farragut Academy in Chicago. Bien que KG soit un prospect très coté, il s'agit en réalité d'un choix extrêmement risqué. Car depuis Moses Malone, aucun joueur drafté directement en provenance du lycée n'a réussi à s'illustrer en NBA. Mais Decade n'est pas un garçon comme les autres. Il est unique. Un monstre de 2,11 m, puissant et agile, capable de switcher sur les postes 1 à 5. Un immense défenseur, dur sur l'homme et au sens du contre aiguisé, doublé d'un shooter plutôt adroit pour sa grande taille. En un mot, polyvalent. Garnett est surtout un compétiteur né, un trash talker infatigable, à la limite du bully. Pour lui, perdre n'est jamais une option. Les Wolves avaient besoin d'un homme providentiel, le voici. Dès sa saison rookie, il ne fait aucun doute que la draft de KG est un succès. À lui seul, Decade relance complètement la hype autour des lycéens et ouvre la voie pour les générations futures. Diving is Gatling. All my expectations are very high. It's Kevin Garnett. It's been, what I expected. Garnett straight away with a 22-footer. Boy, he can shoot out. Garnett est vite rejoint par Stephen Marbury, un meneur spectaculaire au handle forgé sur les playgrounds new-yorkais. Dès 1997, le duo parvient à se qualifier pour les playoffs. Une grande première dans l'histoire de la franchise. Les Wolves ne les quitteront plus lors des 7 saisons suivantes. Okay, 3, 2, watch, he about to have a show, man. I'm trying to tell y'all. We here now, baby. We here now. We here now. Damn, it's possible. En 98, Garnett est déjà double All-Star. Mais une chose inquiète le front office des Timberwolves. Son contrat expire dans 2 ans et la franchise n'a toujours pas passé un tour de play-off. À ce rythme, Minnesota risque de perdre sa jeune pépite. Pour le conserver, Glenn Taylor lui offre un pont d'or, 126 millions de dollars sur 6 ans, plus que Shaquille O'Neal, qui possède alors le plus gros contrat jamais signé en NBA. Cette signature dérègle complètement le marché. La valeur des joueurs explose. Pour les propriétaires, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le 1er juillet 1998, le lockout est déclaré. Une interruption de 6 mois au total, qui finit par déboucher sur une réduction des salaires. Indirectement, Kevin Garnett est à l'origine de la grève la plus importante de l'histoire de la NBA. KG est sécurisé, mais les Wolves ne réussissent pas à conserver leur meneur. Starbury, fatigué par le froid du Grand Nord, exige son trade courant 98. En 2000, les Timberwolves se font à nouveau remarquer. À l'intersaison, Joe Smith, le numéro 1 de la draft 95, accepte pour la 3e fois consécutive un contrat d'1 saison au salaire minimum. Un choix qui attire l'attention de David Stern, car dans les faits, l'ailier peut prétendre à beaucoup plus. La NBA ouvre une enquête et découvre qu'un accord secret aurait été passé entre la franchise et Smith pour contourner la luxury tax de façon illégale. Le verdict tombe. Les Wolves sont condamnés à une amende record de 3,5 millions de dollars. Pire, ils se voient privés de leurs 5 prochains premiers tours de draft, une sanction exemplaire. Avec cette magouille, Mini vient tout bonnement de sacrifier son futur. En 2003, Minneapolis reste sur 7 revers consécutifs au premier tour des playoffs. KG, quant à lui, vient de se faire shipper pour la 2e fois le MVP par Tim Duncan. Damn. What I'm gonna do, quit? I'm gonna quit? The Big Ticket aurait bien besoin d'un petit coup de main. Et ça tombe bien, car les Wolves enregistrent plusieurs renforts de taille. Le pitbull Sam Cassell,
l'étrangleur Latrell Sprewell et l'étrange Michael Olowokandi, ancien numéro 1 de draft, relégué au second rôle. Forte de ces additions, la meute brille en saison régulière, à l'issue de laquelle elle se classe première à l'Ouest. Garnett est logiquement récompensé du titre de MVP. Une consécration pour le Big Ticket après tant d'années de galère. En play-off, les Wolves brisent la malédiction en passant enfin un tour. Les Loups ont faim et ne comptent pas s'arrêter là. Opposés aux Kings en demi-finale de conf, ils livrent une série héroïque. And Garnett with Divac and Stojakovic there. Serbian to Garnett. Weber with a tie, and the Minnesota Timberwolves are going to the Western Conference Finals. Au terme d'un Game 7 irrespirable, Kevin Garnett arrache la victoire au forceps. Malheureusement, Mini trébuche à une marche des finales. Malgré la défaite, le bilan est plus que positif. L'avenir peut être envisagé sereinement. Enfin, pas tout à fait. En réalité, l'épopée de 2004 marque la fin d'une ère. Décimés par les blessures, les Wolves ne parviennent plus à se qualifier pour la post-season. Sprewell préfère prendre sa retraite plutôt qu'accepter un contrat de 21 millions de dollars, prétextant que la somme n'était pas assez importante pour nourrir sa famille. Le 31 juillet 2007, KG est transféré aux Celtics pour former un Big Three ravageur avec Paul Pierce et Ray Allen. Pour la troisième fois, Garnett est à l'origine d'une révolution, celle des super teams. Un an plus tard, il remporte le titre suprême, loin, très loin, du Minnesota. Anything's possible. Anything's possible. With the third pick in the 2008 NBA Draft, the Minnesota Timberwolves select O.J. Mayo. À la draft 2008, Mini réalise un petit braco en échangeant O.J. Mayo contre Kevin Love. Au fil des saisons, Love s'impose progressivement comme le successeur de KG. Grand et très adroit, l'ailier fort est une machine à double-double. Entre 2010 et 2011, il en compile 53 consécutifs. Lors de cette série, il réalise même un match à 31 points et autant de rebonds. Du jamais vu depuis Moses Malone en 1982. Épaulé par le prodige espagnol Ricky Rubio, Love devient All-Star et remporte le trophée de la meilleure progression, sans pour autant voir la couleur des playoffs. En août 2014, il est envoyé à Cleveland pour remporter une bague aux côtés du King et de Kyrie Irving. Un scénario qui commence à être familier. Sauf que cette fois, la contrepartie a de quoi faire saliver les Wolves. Un joueur annoncé comme un talent générationnel, un monstre athlétique, le numéro 1 de la toute dernière draft, Andrew Wiggins. Un an plus tard, Wiggins est rejoint par un autre first pick, l'intérieur parfait, Karl Anthony Towns. L'un comme l'autre font forte impression et empochent tour à tour le trophée de rookie de l'année. Minneapolis tient deux pépites, deux scoreurs prolifiques autour desquels construire. Le futur s'annonce radieux. D'autant plus que Towns et Wiggins ne sont pas les seuls joueurs talentueux du roster. Le dunker fou Zach LaVine commence à faire parler de lui. En 2015, il dépoussière le Slam Dunk Contest. Il réitère l'année suivante en nous offrant un duel d'anthologie avec Aaron Gordon. Cependant, le talent ne fait pas tout. Doué en attaque, les Louveteaux manquent encore de mordants en défense. Pour tenter de rectifier le tir, le front office des Wolves confie les rênes de l'équipe à Tom Thibodeau, un expert en la matière. So you have to eliminate all the ways in which you beat yourself first, and that's going to start with getting our turnovers down, and then obviously correcting the defensive part of our game.
Today we're pleased to welcome one of the newest members to the Twin Cities and the Timberwolves family. Last Thursday on draft night, the Timberwolves added one of the top two-way players in the NBA, acquiring three-time All-Star and 2016-17 All-NBA third-team selection, Jimmy Butler from the Chicago Bulls. À l'été 2017, Minnesota surprend toute la ligue, parvenant à mettre la main sur Jimmy Butler, l'ancien protégé de Coach Tibbs aux Bulls. Avec leur nouveau Big Three, les Timberwolves entament l'exercice 2017-2018 tambour battant. Malheureusement, une blessure de Jimmy Buckets freine leur course. Minneapolis doit même jouer son destin lors de l'ultime journée de la saison régulière. Dans un match précurseur du play-in, les Wolves réussissent à venir à bout des Nuggets pour acter leur grand retour en play-off. Un retour éphémère, car une tempête se prépare. Ulcéré par ses jeunes coéquipiers, qu'il considère trop soft, Jimmy Buckets se met le vestiaire à dos. Excédé par leur manque d'intensité, il en vient même à les défier lors d'un entraînement entré depuis dans la légende. Les règles sont simples. Jimmy prend les chauffeurs de banc dans sa team. Kat et les autres starlets vont en face. Évidemment, Jimmy finit par remporter la victoire. La situation s'aggrave et Butler est finalement envoyé aux Sixers. Un immense gâchis. Dernier coup d'éclat de l'ère Thibodeau, le Phoenix d'Eric Rose signe un match à 50 points le soir d'Halloween. Everything, man. I work my ass off, bro. Coach Tibbs aura réussi à faire briller ses anciens joueurs, pas ses nouveaux. Il est congédié début 2019. I cannot breathe. You just a grown, you're a tough guy. You're a tough guy, huh? Le 25 mai 2020, George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, est tué lors d'un contrôle de police dans les rues de Minneapolis. Depuis l'époque d'Elgin Baylor, Mill City est devenue une ville multiculturelle, l'une des plus tolérantes des États-Unis. Mais bien que la situation des Afro-Américains se soit notamment améliorée, elle reste toujours très problématique, surtout en ce qui concerne la police et ses trop nombreuses bavures. Le meurtre de George Floyd met le feu aux poudres. Minneapolis devient l'épicentre d'un mouvement social qui secoue toute l'Amérique et atteint même la NBA. Solidaires, les joueurs des Timberwolves n'hésitent pas à s'engager. Ils ressortent tous profondément marqués de ces événements sordides, notamment Karl Anthony Towns. Le pivot, qui a perdu plusieurs de ses proches lors de la pandémie, sombre en dépression. Le symbole d'une saison cauchemardesque pour les Wolves. You know, send my love to all your families. Praying for every single one of you guys. Keep everyone in my thoughts and my prayers. And love you guys. I'll talk to you later. It's a three away. And this is one of the more improbable losses. La franchise est dans une impasse. Elle ne gagne pas de match et ses deux franchise players ne progressent plus. La décision est prise de sacrifier Andrew Wiggins pour faire venir D'Angelo Russell, le grand ami de Towns. Wiggins atterrit dans la baie, où comme Garnett et Love avant lui, il se réinvente complètement pour aller chercher une bague. De joueur individualiste et dilettante, il se transforme en défenseur d'élite au service du collectif. C'est peut-être la preuve que chez les Wolves, le problème ne vient pas toujours des joueurs, mais du front office. Heureusement, Minnesota peut compter sur les coups de pouce du destin. En 2020, la franchise hérite une nouvelle fois du first pick à la draft. Les Wolves l'utilisent pour sélectionner Anthony Edwards, une tête brûlée notoire au mindset de tueur. Edwards! Oh, Anthony Edwards, I'm not done yet! À peine débarqué, Edwards éclabousse la ligue de son talent. Pas un soir ne passe sans que l'une de ses actions s'invite dans un top 10. Un vrai pétard ambulant. Dans la foulée, la franchise est rachetée par le duo composé du milliardaire Mark Lore et de la légende des New York Yankees, Alex Rodriguez.
bye bye Glenn Taylor et ses magouilles. Minneapolis peut enfin regarder vers l'avenir. En 2022, pour fêter le début de cette nouvelle ère, le trio Russell, Towns et Edwards se fraye un chemin jusqu'aux playoffs. Listen, and picked up by Beverly, and that's all she wrote. The Timberwolves are going to the playoffs. Lors de la Free Agency, le nouveau front office décide de frapper un grand coup en faisant venir le triple défenseur de l'année, notre très cher Rudy Gobert national. Le prix à payer est cher, 5 futurs tours de draft. Mais le pari est assumé. Avec Rudy, les Wolves se dotent enfin d'un rim protector référencé et d'un ancrage solide dans la raquette. Mais un doute subsiste. Dans l'ère du small ball, Gobert et Towns parviendront-ils à coexister? C'est tout l'enjeu de la saison à venir. L'histoire des Minnesota Timberwolves, c'est celle du sportif talentueux avec l'avenir devant lui, mais qui pour une raison ou une autre finit toujours par se saboter. À Minneapolis, les occasions manquées se comptent par dizaines. De Kevin Garnett à Karl Anthony Towns, en passant par Kevin Love et Andrew Wiggins, Minnie n'est jamais parvenu à exprimer son plein potentiel. Être un Timberwolf, c'est ça. Avoir la loose chevillée au corps. Ne jamais s'en sortir, malgré les promesses des jours meilleurs, malgré les efforts consentis. Et pourtant, continuer d'y croire. Pour briser ce cercle infernal, la franchise doit enfin apprendre de ses erreurs. Un loup isolé n'est jamais une menace. Montrer les crocs ne suffit pas. Pour survivre dans la jungle NBA, au milieu des Grizzlies, des daims et des dinosaures, le loup doit chasser en meute, vivre et mourir pour ses congénères. Alors peut-être son règne viendra. Wolfpack, we come back.